Je remercie aussi le Centre culturel hellénique pour cette invitation. Monsieur Plaitakis deviendra un historien d'art, j'en suis sûr, mais en tant que cinéaste pour le moment, il est vraiment très très fort et je dois exprimer mon admiration pour ce discours d'historien d'art qu'il nous a fait. Au centre de notre attention ce soir se trouve un artiste, surtout peintre, mais aussi sculpteur, architecte et théoricien de l'art, dont l'itinéraire, à la fois biographique et artistique, ne cesse d'étonner. Il est vrai que nous avons eu pas mal d'artistes itinérants en Europe dès le début de l'époque moderne. Néanmoins, la majorité concerne ceux qui, après avoir atteint une certaine notoriété, ont quitté leur pays d'origine pour aller travailler pour quelque temps ailleurs. Combien d'Italiens, en effet, de Giambattista Tiepolo à Canaletto, n'ont pas travaillé en Angleterre ou les pays allemands? Pour ne pas parler des périples de Bellotto dans les pays de l'Est. Les artistes, comme tout le monde, vont là où il y a des commandes généreuses. Puis, il y a quand même l'attraction qu'exerce un pays comme l'Italie. Combien d'artistes flamands n'ont pas choisi de quitter leur pays natal et de s'installer d'une manière permanente en Italie ou en Espagne? Jan van der Straeten devient Stradanus et il s'installe à Florence en 1550, où il meurt un demi-siècle plus tard. Nous ne parlons pas d'un cas pareil ici. D'abord, depuis le XVe, XVIe siècle, le mouvement général allait du nord au sud. Et au XVIIIe, un mouvement du sud au nord se fait observer. Par contre, notre artiste traverse l'Europe, la Méditerranée en l'occurrence, d'un bout à l'autre, de l'est à l'ouest. Né en Crète en 1541, il la quitte pour aller à Venise en 1567 ou 68, où il y passe un maximum de 3 ans. De là, il va à Rome. Au mois de novembre 1570, il y est déjà. Il reste en Italie au total presque 10 ans. Et puis, il fait table rase de tout ça et il entreprend une deuxième odyssée, de nouveau vers l'ouest. En 1577, nous le retrouvons à Tolède. Il y restera pour le reste de sa vie. Un cas unique si l'on tient compte du parcours qui inclut les 2 plus grands centres culturels artistiques d'Italie et d'Europe, je dirais à cette époque, Venise et Rome. Mais qu'il quitte pour aller où? Attention, à un pays lointain dont il ne connaît pas la langue ni les traditions. En plus, il s'installe à une ville en déclin social et économique, accentué depuis que Philippe II a décidé de transférer sa capitale de Tolède à Madrid. Domenico Statokopoulos quitte son île natale à l'âge de 26 ans. Il quitte Venise à l'âge de 29, bien évidemment. Il quitte Rome soit en 1573, soit en 1575, de nouveau pour Venise, et de là part pour l'Espagne. Début, et c'est ça qui m'intéresse, début 1577, à 36 ans, il s'installe à Tolède. Un homme mûr déjà,
formé comme artiste. 37 ans plus tard, en 1614, il meurt dans l'isolement, mais admiré par quelques intellectuels tolédans qui avaient une culture italienne comme lui. Voici la personne qui va être au centre de notre intérêt ce soir. Voici quelques hypothèses crédibles concernant les traits de sa physionomie, 4 visages qui auraient pu être les siens. En haut à gauche, le portrait d'un inconnu, vous le connaissez déjà, au Metropolitan. En bas à gauche, une personne présente à la descente du Saint-Esprit au Prado. En haut à droite, un témoin à l'adoration des bergers du musée de Bucarest. Finalement, en bas à droite, un pâtre agenouillé dans une adoration de berger, aujourd'hui au Prado, peinte à la fin de sa vie pour être mis à côté de son tombeau personnel. Nous parlons de lui et de ses œuvres à l'occasion de l'exposition au Grand Palais. Il faut souligner que la France, depuis le XIXe siècle, a été le pays où l'intérêt pour ce peintre bizarre ou extravagant a été le plus intense en Europe, plus qu'en Espagne, et qu'il y a déjà eu dans le passé des expositions de ses œuvres. Il y a une histoire passionnante de la réception du Gréco en France et un revirement incroyable. Je crois que ça vaut la peine d'esquisser la situation en tenant compte des expositions de tableaux de l'artiste, des achats d'œuvres qui lui ont été attribués, des plus importantes publications en forme de livres qui lui ont été consacrés. En ce qui concerne les expositions, vous voyez qu'il y en a eu 3. 9 tableaux du Gréco ont été exposés entre 1838 et 1848 à la galerie espagnole du roi Louis-Philippe au Louvre. Ces œuvres ont été dispersées après la vente Louis-Philippe à Londres en 1853. 49 tableaux et dessins, dont le triptyque de Modène, à peine découvert dans une armoire du musée de Modène par Rodolfo Paluchini, ont fait partie de l'exposition Gréco qu'a organisée la Gazette des Beaux-Arts en 1937 dans le cadre de l'exposition internationale au 140 du Faubourg Saint-Honoré. Puis, en 1953, à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, 55 tableaux, 3 sculptures et 5 dessins attribués y étaient exposés, dont, de nouveau, le triptyque de Modène, œuvre clé pour la compréhension du passage de l'artiste à l'univers des formes occidentales. Depuis cette date, 1953, c'est-à-dire pendant les dernières 66 ans, il n'y a pas eu d'exposition temporaire consacrée à l'artiste crétois. En ce qui concerne les études dédiées à lui, parues en édition indépendante, je ne parle pas d'articles, il faut signaler le fascicule intitulé « Le Gréco », paru en 1867 dans le cadre de l'histoire de peindre de toutes les écoles, l'école espagnole de Charles Blanc. Une première mondiale, un texte plein de jugements enthousiastes de l'auteur, Paul Lefort. Voici un exemple. Je cite, « Le Gréco n'a été, 1867, n'a été ni le fou, ni l'original à outrance qu'on a voulu voir en lui. C'est un coloriste audacieux, enthousiaste, trop épris des oppositions étranges, des teintes singulières. » Paul Lafont, le conservateur du musée de Pau,
a publié plusieurs articles sur le peintre entre 1903 et 1908. C'est lui qui a été le conseiller de Maurice Barrès en 1908-1911. En 1912, le livre Gréco ou le secret de Tolède du député de la Lorraine, composé d'une série d'articles publiés en 1909, octobre-novembre, dans la revue Bleue, a vu le jour. L'exposition à la Gazette des Beaux-Arts a eu un retentissement certain. Signalons les livres de Bussy-Océano, de Raymond Descollier, de Maurice Legendre et d'Eugène Daby, publiés la même année, puis le livre de Christian Zervos, paru 2 ans plus tard. Enfin, à la suite de l'exposition de Bordeaux, le livre d'Antonina Valentin a vu le jour en 1954, puis celui de Paul Guinard, le grand hispaniste et connaisseur de Zurbarán, chez Skira en 1956. Quant aux achats, la situation est étonnante. Les tableaux attribués aujourd'hui au Gréco, qui se trouvent dans les collections publiques françaises, à Amiens, le portrait d'homme inconnu, à Bayonne, le portrait du duc de Benavente, à Lille, le Saint-François en méditation et le Christ au jardin des Oliviers, à Lyon, l'Espolio, à Strasbourg, ça se trouve ici au Grand Palais maintenant, la Mater Dolorosa, qui a été achetée d'ailleurs par Wilhelm von Bode, le directeur du musée prussien, en 1892, quand l'Alsace faisait partie du Reich allemand, puis les 2 grands tableaux au Louvre, exposés maintenant aussi au Grand Palais, ont été légués à ou achetés par ces institutions avant mars 1908. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1908, c'est-à-dire durant les 110 années passées? Le portrait d'Antonio de Covarrubias a été donné au Louvre par le gouvernement espagnol en 1941 en échange, et l'armateur grec Stavros Niarchos a acquis en 1955 chez Wildenstein la Pietà, aujourd'hui exposée également au Grand Palais. Cela démontre en effet, à mon avis, que contrairement à la deuxième moitié du XIXe et les années avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, disons schématiquement qu'à partir de 1918, l'intérêt pour le peintre a énormément chuté. Le livre de Barrès de 1912 marque en réalité l'apogée de la passion pour le crétois en France. Mais le livre de Barrès est le fruit d'un malentendu total. Il suffit de lire rapidement quelques passages pour vous situer dans le paysage idéologique de Barrès, antisémite et compagnon de route de Charles Maurras et de l'Action française. Je cite, « Gréco, écrivait-il, était prédestiné pour interpréter la part sémitique qu'il y a dans Tolède. L'église de Saint-Otomé, demi-ruinée, assez misérable, fait pourtant le meilleur coffret à cet enterrement du comte d'Orgaz, chef-d'œuvre d'un sentiment à la fois arabe et catholique. Tous les modèles du Gréco psalmodient la louange de l'Immaculée Conception et de la présence réelle. Tous les modèles du Gréco psalmodient, je l'ai déjà lu, la louange de l'Immaculée Conception, ça vaut la peine quand même de le relire, et de la présence réelle. Son esthétique, c'est l'enthousiasme de la communion. Fin de citation. Cette manière de voir le peintre contraste fortement avec la perception prédominante au XIXe siècle en France. Tandis que partout ailleurs en Europe, la peinture du Crétois a été considérée comme témoignage de sa folie,
de son délire, de son extravagance, quelques intellectuels, critiques d'art et artistes français ont osé l'applaudir en le comparant avec le chef de l'école moderne de l'époque, Eugène Delacroix. Déjà en 1840, Théophile Gautier, entrant dans la grande sacristie de la cathédrale de Burgos, après avoir mentionné les exagérations de l'artiste, ajoutait à la fin, je cite, « Tout cela n'empêche pas le Gréco d'être un grand peintre. » 1840. Les bons ouvrages de sa seconde manière ressemblent beaucoup au tableau romantique d'Eugène Delacroix. Fin de citation. 7 ans plus tard, dans le petit livre de Champfleury, Essai sur la vie et l'œuvre d'Hélénin, peintre laonnois, nous remarquons une juxtaposition étonnante. Je lis, citation, « Les peintres calmes, c'est une grande partie des Italiens, beaucoup des Flamands, Rubens en tête. En France, le Brun est le grand brosseur du XVIIe siècle. Les peintres tourmentés, c'est Rembrandt, c'est Theotocopoulos, c'est le Tintoret, c'est Delacroix, le seul homme de nos jours qu'on puisse accoler au vieux maître. » Fin de citation. Je vous signale qu'au moment où Champfleury écrivait ces lignes, en 1850, Delacroix avait 52 ans. Dans un article publié dans la Gazette des Beaux-Arts en octobre 1874, Paul Mantz évoquait la petite étude du Gréco pour le célèbre expolio de la cathédrale de Tolède, aujourd'hui l'étude à Upton House et aussi au Grand Palais, qui, à l'époque, appartenait à Eugène Pillot, ami de Delacroix, et il ajoutait, je cite, « Nous avons vu l'original et il nous souvient que ce drame, où la couleur exaltée joue avec l'ombre et avec le deuil, nous a fait penser à Delacroix. » Fin de citation. Sentez-vous une certaine vivacité dans la manière de percevoir la peinture? Je termine avec Zacharie Astruc, peintre et poète, ami d'Édouard Manet, qui écrivait dans son Romancero de l'Escorial, poème d'Espagne, en 1883. Je cite, « Je ne dis rien des peintres espagnols d'un si profond caractère. Cano, Greco, c'est Delacroix de la Renaissance, Zurbarán, Valdés Leal, poète de la mort, Cerezo, Ribera. » Fin de citation. Greco, c'est Delacroix de la Renaissance. Voici la critique française, la critique d'art, et non pas l'histoire de l'art, à un moment d'extrême lucidité et de subtilité. C'était l'époque de l'achat de tableaux du Gréco par le peintre. Jean-François Millet, par exemple, avait le petit Saint-Ildefonse, aujourd'hui à la National Gallery de Washington, qui est passé plus tard aux mains de Degas, tandis que le merveilleux petit expolio de Upton House, comme nous venons d'entendre, propriété d'Eugène Pillot, a été acheté plus tard par le baron Schwitter, peintre et ami personnel de Delacroix. Dominikos Theotokopoulos, précurseur de la peinture moderne. Voilà le cri de combat de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Cri entendu pour la première fois en France au milieu du XIXe, répété entre 1908 et 1918 en Allemagne et disparu depuis. Malgré les efforts du marché de l'art dans les années 30 et aussi au début des années 50. En effet, entre 1918 et 2018,
la conception de ce qu'est l'art moderne a changé plusieurs fois radicalement. Je dois vous parler d'une difficulté rencontrée par la recherche spécialisée qui a provoqué pas mal de problèmes. Depuis 1903, depuis la publication par José Martí y Monzó dans le Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, de son article Domenico Theotokopoulos, interprète griego, nous savons que le Greco était né à la ville de Candie, à l'île de Crète, comme il avait déclaré à l'Inquisition de Tolède, où il a servi d'interprète à un jeune tailleur athénien accusé d'être crypto-musulman. Je cite sa déclaration, Domenico Theotokopoulos, natural de la ciudad de Candia, pintor, residente en esta ciudad, el cual juro de interpretar bien y fielmente lo que en esta audiencia pasaré. Depuis 1903 donc, et là on se retrouve avec M. Plaitakis qui a insisté aussi sur ce fait, depuis 1903 donc, crétois, né, attention, à la ville de Candie, naturel de la ciudad de Candia, l'Iraklion d'aujourd'hui. Par conséquent, les histoires concernant Faudele comme lieu de naissance du peintre sont une construction sans fondement. Autre information. Depuis 1927, où Francisco de Borja de San Román y Fernández a publié dans l'Archivo espagnol de Arte y Arqueología une nouvelle série de documents concernant notre artiste, après sa thèse de 1910, richissime en documents inconnus, nous savons que le grec a confirmé par écrit 2 fois, le 31 octobre et le 4 novembre de 1606, durant le procès contre les administrateurs de l'hôpital de la Charité d'Illescas, qu'il avait 65 ans, de edad de 65 años, donc né en 1541. Depuis 1927 alors, tout était clair dans l'obscurité la plus totale. Car voici un individu, arrivé à Rome au mois de novembre 1570, ou un mois peut-être avant. Un peintre, disciple du Titien, un giovane Candiotto, discepolo di Tiziano. Ça, nous le savons depuis 1865, quand Amadio Ronchini a publié quelques documents sur Giulio Clovio. Nous avons pu confirmer la supposition que le jeune Candiote, c'était bien Domenico Theotokopoulos, né dans la ville de Candie, selon un document de 1903, en 1541, d'après le document publié en 1927 par San Román. Et maintenant, la curiosité. Un peintre crétois dont on ne connaissait pas une seule œuvre peinte dans sa ville natale, ou en Crète plus généralement. Un producteur sans produit. Je ne peux entrer en détail dans cette histoire fantastique parce que nous n'avons pas le temps. Il suffit de remarquer que, je le répète, nous ne connaissions pas une seule œuvre du Gréco peinte en Crète. Nous n'avions pas d'informations concernant son séjour avant de partir de l'île, s'il avait un atelier là-bas ou non, s'il était orthodoxe ou catholique, etc. Nous ne savions pas qu'est-ce qu'il pensait de l'art de son pays d'origine, ou de l'art italien, ou de l'art de la Castille, où il vivait. Un peintre muet, sans œuvre. Au milieu de ce silence, soudainement, les choses se sont précipitées. 2 icônes, aujourd'hui au musée Benaki, Saint-Luc peignant le portrait de la Vierge, et qu'est-ce qui s'est passé là? Non, pardon. Il n'est pas inclus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, quelque chose s'est passé. C'est pas grave.
l'adoration des mages donc nous manque, et puis un triptyque au musée de Modène. Le triptyque de Modène ont été découverts, donc 3 œuvres découvertes entre 1935 et 1937, portant la signature Hir Dominicus par la main de Dominicus. Cela a été l'équivalent d'un tremblement de terre en histoire de l'art, et la première réaction a été de nier ses attributions à l'artiste. Les 3 découvertes des années 30 sur le plan pictural, aujourd'hui reconnues à l'unanimité par la recherche comme œuvres authentiques, ont été suivies par une vague de découvertes aux archives vénitiennes à partir de 1961. Des philologues, des historiens et des byzantinistes, Konstantinos Merzios, Maria Konstantoudaki et Nikos Panayotakis, ont dépisté dans l'Archivio di Stato di Venezia 5 documents, 28 septembre 1563, 6 juin 1566, novembre 5 1566, 26 et 27 décembre 1566, qui ont radicalement changé l'image imaginée que nous avions jusque-là. À ces groupes de chercheurs, il faut ajouter le nom de Manolis Hatzidakis, qui a publié 2 études fondamentales sur l'artiste, mais aussi le nom de 2 jeunes chercheurs espagnols, dignes continuateurs de San Román, qui ont trouvé à Rome et à Parme 2 documents de grande valeur. Il s'agit de Domingo Martínez de la Peña, qui a découvert en 1967 l'inscription du Greco en septembre 1572 en tant que membre de l'Académie de Saint-Luc à Rome, et d'Almudena Pérez de Tudela, qui a découvert l'an 2000 dans les archives Farnèse à Parme la lettre du Greco au cardinal Alessandro, protestant pour le fait qu'on l'avait mis à la porte du palais. Depuis les années 30, nous avons donc eu un élargissement continu vers l'est de notre image du peintre. Les périodes crétoises et italiennes de sa vie ont énormément gagné en profondeur et en précision. Permettez-moi d'ajouter dans ce contexte la découverte par Yorgos Mastoropoulos dans l'église de la Dormition de la Vierge à Hermoupolis, l'île de Syros, une icône avec le sujet de la Dormition de la Vierge portant la signature en lettres majuscules grecques Dominikos Theotokopoulos Odixas. Dominikos Theotokopoulos, je traduis moi, c'est lui qui a montré son art. C'est une signature que le peintre répétera une seule fois dans sa vie, mais en caractère minuscule cette fois-ci. C'est la signature que vous pouvez observer en allant à l'exposition au Grand Palais. L'Assomption de la Vierge de l'Art Institute de Chicago est signée Dominikos Theotokopoulos Chris Odixas, 1577. Dominikos Theotokopoulos Crétois, c'est lui qui a montré son art, 1577. Il est temps de tenir compte maintenant de notre élargissement, aussi important, aussi radical que le précédent. L'élargissement de notre image de l'artiste du côté ouest. En effet, il y a eu des changements importants en Castille, seule région du pays où, avec Tolède à l'épicentre, l'activité artistique et commerciale de l'atelier du grec a eu lieu. Une nouvelle génération d'historiens d'art a succédé en Espagne à Sánchez Cantón, Pita Andrade et Javier de Salas. Nous devons quelques études intéressantes concernant le Greco à Alfonso Pérez Sánchez, mais c'est surtout
Fernando Marías, né en 1949, et José Álvarez Lopera, né en 1950, qui ont changé l'orientation et posé de nouvelles questions. Je me contenterai ici du principal, nécessairement. Fernando Marías a découvert à la Bibliothèque nationale d'Espagne un exemplaire de l'édition de Vitruve de 1556 par Daniele Barbaro, avec des annotations marginales du peintre grec qui ont bouleversé nos connaissances et notre image de l'artiste. Marías a publié une transcription des annotations et une première analyse avec son ami et collègue Agustín Bustamante, malheureusement décédé. Ils ont publié ça en 1981 sous le titre « Las ideas artísticas del Greco ». Il a eu la chance d'éditer aussi en 1992 les notes manuscrites du grec dans l'édition de Vasari de 1568, achetée par Javier de Salas à une librairie de livres anciens à Londres. Voici la couverture grecque du livre. Des découvertes inimaginables à propos de l'individu et son idéologie esthétique. Quelle haine, littéralement, n'entretenait pas le candiote envers Vasari et l'école de Florence. Quelle admiration pour les Vénitiens. Pas à pas, suivant le texte de Vasari, Dominicos soulignait et commentait, souvent acerbe et parfois violent. Les annotations se réfèrent à de très nombreux sujets dont il est impossible d'en faire le résumé ici. Je me limiterai à 3 thèmes. Tout d'abord, la question de l'identité ethnique ou nationale du peintre. Ces références répétées à ses ancêtres grecs, mis padres griegos, ne laissent pas de doute quant à sa réponse. Il y a même une annotation où le peintre défendait la peinture de type byzantin contre Giotto et ses continuateurs. Je cite, c'est là ce que vous voyez à droite, « Si Vasari connaissait quelle est en réalité la manière grecque, la manière de type byzantin, dirions-nous, il aurait commenté d'une manière différente. Parce que je considère qu'en les comparant, celle de Giotto est simpliste, étant donné que la manière grecque est celle qui nous enseigne des difficultés ingénieuses. » Fin de citation. Voici un peintre qui a commencé sa carrière en peignant dans la manière byzantine et qui, 20 ans plus tard, après l'avoir abandonnée, la défend face à la tradition picturale occidentale inaugurée par Giotto. Autre surprise, autre paradoxe. Le peintre, considéré souvent comme un adepte du néoplatonisme, ne mentionne jamais dans ses annotations Platon ou les néoplatoniciens italiens. La figure philosophique de référence pour lui était Aristote. Une observation significative, quelqu'un a compté avec son ordinateur le nombre total de mots qui composent ces annotations. 18 000 mots au total. Eh bien, le mot « idea » n'apparaît pas une seule fois. Après tout cela, qu'est-ce qu'on dirait de lui? Un nationaliste grec à la fin du XVIe siècle? Eh bien, curieusement, dans la querelle, il prend parti ouvertement pour les modernes et pas pour les anciens. Et à un point, il accuse Vitruve d'être trop favorable à ce qui était le sien, c'est-à-dire Rome. Je cite son italo-espagnol, « No son tan inclinado a los míos como en el pasado capítulo
lo vemos enguelfado Vitruvio por su patria. Le grec de Tolède croit au progrès de l'art. Il est convaincu que les modernes ont dépassé les anciens. Il admire le Titien et le Tintoret, mais aussi Corrège et Parmigianino. Regardant les 3 tableaux du Titien, aujourd'hui à la sacristie de Santa Maria della Salute, qui étaient anciennement au plafond de Santo Spirito in Isola, il écrivait, je cite, je vous montre un détail, « Celui qui n'a pas vu ses œuvres, surtout celui au milieu, avec David et Goliath, dont je vous montre le détail, ne sait pas ce qu'est la peinture. » Quant au Tintoret, une ligne en dit tout de son admiration. Je cite, « La peinture qu'a exécuté le Tintoret à l'hôpital de San Rocco est la meilleure qu'il y a aujourd'hui au monde. » Fin de citation. Dans tous ces cas, il s'agissait d'œuvres récentes, peintes il y a 20 ou 30 ans, modernes alors au sens chronologique aussi, contemporaines. 2 mots sur l'exposition au Grand Palais, richissime, puisque presque 80 tableaux attribués à l'artiste ont été réunis. Quelques attributions sont sans doute très problématiques. Je veux m'abstenir d'entrer dans ce sujet. Mais il y a des œuvres majeures qui sont exposées pour la première fois en France ou même en Europe. Tout d'abord, il faut signaler la présence de l'Assomption de la Vierge, si difficile à transporter, haute de 4 mètres, le premier grand tableau du Crétois peint en Espagne, où il se dévoile par sa signature à la fois comme grec et crétois. Et en datant lui-même son œuvre en 1577. Il est clair qu'il se réfère à la commande reçue probablement au début de la même année de Diego de Castilla afin d'orner le grand retable de Santo Domingo el Antiguo.